Il faut prendre les choses telles qu'elles nous viennent. C'est-à-dire que ce que nous appelons la souffrance au travail, SAT, c'est un constat. Les médias régulièrement s'en font l'écho, insistant sur les drames qui s'y jouent. Pour le sociologue ou l'économiste ou le psychosociologue, je ne suis ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Je précise d'emblée, je ne suis pas psychologue en plus, donc je ne connais pas tout ça. Cette souffrance est un fait social à traiter comme un objet. Et le verdict tombe, vous le connaissez. Cette souffrance résulte des nouvelles conditions de travail, de ces exigences de rentabilité quantitative, mais aussi et peut-être surtout de la précarité symbolique qu'elles promeuvent. Le travail est sans place, sans reconnaissance, devenu objet interchangeable. Ces analyses que vous connaissez bien mieux que moi, et dont vous êtes des acteurs pour en faire le constat vous-même, sont justes et souvent fouillées. Et puisque Philippe Bigot y a fait référence, je dirige 2 services, donc, un qui se trouve à Marseille, pas très loin d'ici, puisqu'on a partagé avec mon collègue Ruffo, lui, il fait la couverture des magazines, les locaux de la maison de l'adolescent, la partie sur la rue de Paradis, nous avons la partie qui donne sur la cour, tranquille, et je dirige un 2e service qui est à Aubagne, dans le cadre du CHS Valvert, centre psychiatrie, comme vous savez, et qui, dans le cadre de la sectorisation, a un hôpital à Aubagne. Et au fond, c'est vrai qu'on y trouve, c'est pour vous dire que tout ça ne m'est pas tout à fait inconnu, évidemment, c'est qu'on y trouve des personnes qui s'adressent pour ce qu'on appelle souffrance au travail. Alors évidemment, quand vous dites souffrance au travail, c'est un constat, ça se manifeste de 1000 façons. Mais vraiment de 1000 façons. Simplement, il faut se dire que l'expression elle-même, souffrance au travail, c'est une façon qu'a le discours à la fois managérial, mais puisqu'il y a souffrance médicale, de s'approprier ce qui se présente comme difficulté dans le travail. De même qu'il y a, vous le savez, une appropriation médicale, psychologique, psychiatrique, pédopsychiatrique des mauvais résultats scolaires. Ça fait problème de société, les redoublements, etc. Évidemment, pour l'analyse, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, par exemple, le bon élève, le très bon élève, par le fait même qu'il soit très bon élève, ne pose aucune question à ce système d'appropriation médicale. Donc dès que vous mettez souffrance, difficulté, etc., il vous faut un discours qui légitime le fait d'en faire un objet. Donc que vous le vouliez ou non, je vous parle à moi-même quand je dis nous, que nous le voulions ou pas, dire souffrance au travail, SAT, c'est une façon d'entrer dans le discours médical. Et du reste, la médecine, à juste titre, repère des maladies, comme elle dit, spécifiquement liées aux activités de travail. Des activités organiquement pénibles, évidemment. Vous savez qu'on repère aujourd'hui un retour de la tuberculose, alors qu'on croyait la tuberculose complètement éradiquée. Donc si je suis un peu lent, c'est pour vous habituer à ma façon de penser, et au fait même que les concepts, ce sont des concepts, c'est-à-dire ce sont des choses à manipuler, alors même qu'elles ont toutes les caractéristiques. Donc, c'est cette idée qu'au fond,
faut savoir que ce qui nous paraît, qui nous apparaît, qui se présente à nous sous le sceau de l'évidence, de la simplicité, des faits qui crèvent les yeux, eh bien, ils ne vous les crèvent paradoxalement que si déjà ils ont été construits comme interprétables dans un champ de savoir. Et donc, j'insiste, SAT est une façon, souvent au travail, est une façon d'entrer dans un discours de médicalisation de la vie, en général. Vous avez invité une fois mon copain Gori, je crois. Oui. Bon. On n'a pas les mêmes orientations psychanalytiques, mais nous avons fait des alliances politiques dans nos carrières respectives, à juste titre, et toujours de façon excellente, et il a insisté comme ça sur la médicalisation de la vie quotidienne. Nous n'en s'en rend même pas compte que tout cela est mesuré, pris en compte en termes de normal, pas normal, bonheur, pas bonheur. Alors, la question qui se pose, c'est devant ces faits constatables, constatés, avec toutes les statistiques possibles, ça pose une question. C'est-à-dire qu'au fond, de ces constats, qui ont des conséquences économiques, sociales, et qui ouvrent à des interprétations politiques, au sens de l'action politique. Qu'en dit le psychanalyste? Alors, ça va des réponses assez connues. Vous avez Christophe Dejour, je me rappelle avoir participé à un colloque où on était intervenu en binôme, qui a des réponses à tout ça. Mais on pourrait se dire, ben voilà, il y a des faits sociaux, repérés par les économistes, les sociologues, les psychosociologues, etc. Et puis le psychanalyste ajouterait la touche du singulier, le point de vue des travailleurs eux-mêmes. Peut-être qu'on ne dit plus dans les milieux travailleurs, mais je les ai toujours appelés comme ça. C'est-à-dire, bien sûr, il y a les faits sociaux, et puis demandons aux travailleurs pris un par un, qu'est-ce que c'est pour eux, ce qui est insupportable, et un insupportable qui n'est pas simplement dans le champ du privé, et qui prend une dimension liée au fonctionnement du travail lui-même. C'est inclus dans le travail lui-même. On pourrait dire, voilà, le psychanalyste va dire alors, voilà ce qui se dit au cas par cas. Je ne vous cache pas que c'est une façon de faire assez courte. Et je pense que le psychanalyste a à dire plus et mieux que ça, que d'aborder la question par le biais du singulier. Bien sûr, il faut qu'il en passe par le singulier, il n'est pas sociologue, il n'est pas économiste, etc. Mais vraiment, on peut lui donner une autre place. La première, c'est qu'on doit savoir, et lui-même, le psychanalyste, doit savoir qu'il n'est pas là pour entériner la réalité collective. Et pour dire, c'est ainsi. Il n'a pas forcément à interroger la réalité collective en tant que telle, mais il n'a pas pour autant à l'entériner. Et à penser que puisque c'est privé, ça concerne que chacun. Comme si en quelque sorte il dédouanait l'autre social, l'autre économique, l'autre politique de toute responsabilité. Il y a des réalités collectives insupportables à combattre. Ce n'est pas forcément l'analyste qui va les combattre comme analyste, mais néanmoins, il n'est pas là pour prendre l'affaire que du point de vue de « mais madame, mais monsieur », en quelque sorte, c'est votre problème, dépliez-le, et qui serait une façon de dire « l'autre n'y est pour rien ». Il faut entendre des plaintes en sachant que l'autre a sa part, même si nous ne sommes pas là pour analyser cet autre. Que nous pouvons combattre ou pas,
en tant que citoyen dans d'autres circonstances. Ensuite, son boulot, c'est de mettre cette souffrance au travail dans le bain de la parole en l'accueillant, cette parole. Et quand tout à l'heure je parlais de précarité symbolique, à différence de la précarité matérielle que vous pouvez illustrer par les SDF, etc., la précarité symbolique, c'est quand même ce qui se marque comme votre parole ne vaut rien. Elle n'est pas entendue, elle n'est pas écoutée. Et par exemple, le dispositif clinique, par d'accepter qu'une parole puisse être dite et qu'elle est accueillie. Elle est accueillie au cabinet, à l'hôpital, dans d'autres dispensaires, etc. Autrement dit, accueillir les plaintes en les prenant une à une. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, évidemment, la question qui se pose immédiatement, et que vous êtes en droit de poser, de nous poser, c'est que produit un tel travail clinique? Quels sont ses effets? Autrement dit, en quoi prendre la parole pour un sujet, vous et moi, ou les travailleurs, les salariés, qu'est-ce que ça produit de passer de la généralité du constat à la particularité du symptôme? Vous l'avez donné, je crois, Philippe Bigot, dans votre titre, lorsque le travail fait symptôme. Là, on prend le symptôme au cas par cas. Qu'est-ce que c'est qui, pour chacun, fait symptôme dans le travail? Comment ça se présente pour vous? Définissez le symptôme. C'est là où il sort de la définition purement médicale, au sens de la médecine organique. C'est que le symptôme, il se met en mots et est adressé à l'écoute comme tel. Il y a des symptômes qui ne font aucun bruit, vous le savez, donc il faut tout l'attirail de la mesure de la médecine organique pour le repérer. Ce n'est pas de celui-là dont on parle, même s'il se manifeste. Celui qu'on reçoit, c'est celui qui se met en mots, c'est-à-dire dites ce qui pour vous fait malaise, fait difficulté, fait question, fait insupportable. J'ai une patiente, par exemple, que je reçois depuis une quinzaine d'années, chaque semaine, et qui actuellement me parle beaucoup de ses conditions de travail. Elle travaille dans les grands groupes pharmaceutiques internationaux américains, et pour elle, je transforme suffisamment bien sûr pour que le secret clinique soit conservé. L'insupportable, c'est pas tant les conditions de travail elles-mêmes, ce qu'elle a à faire. Elle gagne plutôt bien sa vie. Vraiment plutôt bien sa vie, financièrement parlant, mais on lui demande d'entrer quasiment tout ce qu'elle fait sur des tableaux Excel, et qu'elle envoie ensuite à son directeur de pôle qui les réarticule plus haut. C'est-à-dire que ce qui est pour elle, en l'occurrence, absolument insupportable, subjectivement, n'est pas là pour juger, il faut pas. Je ne suis pas gestionnaire de grands groupes pharmaceutiques, je n'en sais rien ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ce qu'elle dit, c'est que tout ce qu'elle fait, dans une journée, et vous l'avez compris que c'est un travail de placement des médicaments, mais qu'elle ne fait pas signer les bons de commande, c'est interdit par la loi, ça ne marche pas comme ça. Donc à la limite, elle vend des produits qui doivent être ensuite prescrits par le corps médical. Donc c'est du
comme elle dit, du relationnel. Vous parlez. De faire advenir quelque chose dans le lien à l'autre pour que elle soit écoutée sur les effets du médicament. Il faut organiser des repas. Ça se personnalise très vite, si vous voulez. Et ce qu'on lui demande, indépendamment de ces résultats objectifs chaque mois qui sont dans la moyenne supérieure, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la moins bonne, ce qui lui est absolument insupportable, c'est qu'il lui faille transcrire dans des cases, ou si elle n'entre pas bien dans la case, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas envoyer le truc, ça bloque, et donc elle passe beaucoup de temps à remplir des cases où elle doit en quelque sorte objectiver tout ce qu'elle fait au feeling, comme elle dit. Ça, c'est vraiment absolument insupportable. Elle peut tout faire, elle peut vraiment faire très bien son travail au sens d'être efficace pour les résultats commerciaux, mais qu'en quelque sorte son monde, elle se trouve réduite à un tableau où il y a son nom, son numéro, et tout ce qu'elle a fait, le tout naturellement transcrit et codé, c'est pas la dissertation ou la rédaction, comme on disait, des classes primaires. Racontez votre journée. Ou racontez votre dimanche, ça c'était beaucoup plus angoissant selon comment on vivait, etc. Bon, enfin, racontez votre journée. On ne demande pas ça de rentrer dans les cas, c'est qu'il faut de suite transcrire en termes désubjectivés ce qui pour elle ne prend sens et n'est possible que parce qu'il y a la dimension affective, le compliment qu'elle reçoit, la remarque agréable, le repas sympathique avec le médecin où l'on parle absolument d'autre chose, et où à la fin il fait la bise en disant « Bon, comment il s'appelle ton médicament ?»« Ah bon, d'accord, donne-moi le truc. » Tout ça, ça lui plaît. Sauf de transcrire. Évidemment, ça commence à poser des questions, des problèmes, parce qu'elle se trompe, elle appelle des gens qui ne sont pas en France, elle me dit qu'ils ne parlent pas bien français, et donc ils ne comprennent pas, et ils lui répètent la procédure, mais évidemment, elle le dit très bien. C'est une analysante au travail, donc elle prend le temps de s'interroger sur sa position subjective, et ce qu'elle attend, c'est pas que quelqu'un au téléphone, même très gentiment, lui rappelle le protocole. Non, non, vous n'avez pas compris. 1, 2, 3, 4. Il faut lui dire autre chose. Elle attend. Ça va aujourd'hui? Bon. Alors, ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ces conneries de pouvoir. Bon, dis-moi alors. Allez, marque dans la case bleue. Oui, oui, ça va, toi, par ça va. C'est ça qu'elle attend. Évidemment, ça ne correspond pas, me dit-elle, aux modalités de gestion du capital des fonds de pension américains. Voilà, c'est un tout petit détail, je l'élève à la dignité de rien du tout, mais vous voyez comment, là, ce qui lui fait symptôme, c'est quelque chose de très précis, c'est ni la difficulté pour aller travailler, ni la difficulté pour produire des résultats commerciaux corrects, donc elle n'est jamais mise en cause, jamais personne ne veut la licencier, etc., mais l'insupportable, c'est qu'elle, on va l'appeler Marie, c'est que Marie se trouve réduite à un tableau Excel, qui la renvoie, elle le précise, elle parle, elle dit qu'elle n'a jamais supporté ça, les mathématiques. Tout ce qui objectalise, elle repère bien, parce qu'elle le dit, que ce qu'elle ne supporte pas, c'est qu'elle ne peut pas mettre son grain de sel. Moi, j'aime bien la logique pour justement cette raison. On n'a pas à mettre son grain de sel. Mais si on veut mettre son grain de sel, c'est compliqué. Parce que si y égale à x2 plus bx plus c, équation du second degré assez simple, ça ne se discute pas.
Donc souvent, vous avez la version « j'aime les maths parce que le prof est vraiment formidable ». Donc c'est vraiment le transfert qui fait que les maths deviennent intéressants, indépendamment du fait qu'ils sont horribles. Puisqu'on ne peut pas mettre son grain de sel. Mais, vous voyez, c'est ça, ce petit élément qui peut vous apparaître très simple, vous attendez peut-être à la grande doctrine au tableau, je ne suis pas là pour vous faire le cours du manuel, d'abord parce qu'ils sont publiés, mes livres sont parus, et puis ça serait un peu indécent par rapport à vous, c'est plutôt de faire entendre, vous n'êtes pas des élèves, comment ça se bricole un symptôme lorsqu'il est dit, déité, lorsqu'il est formulé, et qu'il est formulé à l'autre, et que selon l'autre auquel on s'adresse, il se formalise, il se met en forme, il se déplie, il se déploie, comme les fleurs japonaises que l'on trempe dans l'eau et qui s'étalent merveilleuses. Et au fond, c'est de se dire que tout ça, qui s'entremêle, c'est l'effet de la rencontre avec un point que le sujet présente comme absolument insupportable. Il ne sait pas ce que c'est qui est insupportable, mais il sait qu'à un moment donné, ça fait boum. Et là, si vous essayez, quand je dis vous, c'est nous, si vous essayez de comprendre, là vous êtes foutu, de comprendre. On comprend toujours à partir de ses propres présupposés. Un patient aujourd'hui, j'en passe des gens qui sont en dehors du travail, vous allez voir que son travail l'insupporte. C'est une profession libérale qui gagne excellemment bien sa vie et qui ne supporte plus, lui, ses salariés. Je ne sais pas si vous arrivez dans cette situation, non pas avoir les salariés, mais les patrons qui ne supportent plus les salariés. Je ne sais pas si ça... Enfin, lui, il est dans cette position. M'expliquer, il ne supporte plus. Mais la question n'a que peu de rapport avec ses salariés. M'expliquer aujourd'hui qu'au fond, il ne comprend pas pourquoi, depuis qu'il est marié, il n'arrive plus à toucher sa femme, alors qu'il était particulièrement joyeux et actif avec les maîtresses qu'il avait eues avant. C'est une vraie question. Une vraie question, ça. Son symptôme, c'est, on va le dire comme ça, une forme d'impuissance sexuelle. Il ne comprend pas. Ben voilà, si vous essayez de comprendre, vous êtes foutu. Vous allez comprendre quoi? D'abord à sa place. Vous allez comprendre avec vos propres présupposés. Qu'est-ce qu'on fait? On bricole? Mais non, mais oui, mais oui. C'est-à-dire l'idée quand même, si vous vouliez comprendre, que dans votre boîte à outils, vous avez tous les outils. Et que, comme dans le manuel des Castors Junior, Riri, Fifi et Loulou, vous avez la réponse à tout. Moi, j'étais absolument fasciné, tout petit, par Riri, Fifi et Loulou, qui sont plutôt asexuels, parce que c'est des garçons, enfin... c'est-à-dire les neveux de Donald. Il y a une réponse à tout. Chaque fois qu'il se trouve affronté à une énigme, il y a une réponse dans le manuel. Il n'y a qu'une question qu'il ne pose jamais, c'est la question de comment faire avec l'autre sexué. Ça, vous n'avez jamais la question qui est posée. C'est pour enfants, comme on dit, donc il n'y a pas de sexualité. Là, ce serait plus compliqué avec le manuel, qui dirait, voilà comment ça doit être. Mais en tout cas, pour toutes les questions qui se posent de la vie quotidienne, il y a une réponse absolument à toute question dans le manuel. Et ensuite, vous prenez le manuel, ils le lisent. On sait qu'ils ont un manuel, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le manuel. On sait seulement qu'il y a les réponses à toutes les questions qui se posent, et ils suivent et ils résolvent le problème qu'ils doivent résoudre. Donc ça pourrait être, pour chacun d'entre vous, un modèle de la compréhension. Je suis pour l'autre l'expert, et j'incarne le manuel des Castors Junior. Je suis le manuel des Riri, Fifi et Loulou, alors je ne sais pas comment c'est en français, en anglais c'est dit autrement,
du monde, de ceux qui s'adressent à moi. Ça, c'est à 1000 lieues de la position analytique. Ce qui, au fond, nous interroge directement, c'est quel réel, quel est ce point opaque qui fait trou dans la compréhension que chacun rencontre. Au fond, si vous deviez, à propos d'un analyste qui fait un exposé, ne savoir qu'une seule chose, ça serait déjà bien si c'était celle-là, à savoir que notre monde n'est pas un songe. Notre vie n'est pas un songe. Il y a un point insupportable, spécifique à chacun, qu'il rencontre ou pas. Certains peuvent rêver, il ne m'arrivera jamais rien. Et lorsqu'on le rencontre, ça fait quand même plutôt boum. Alors, par exemple, la dame dont je vous ai parlé, est-ce qu'elle a un problème dans le travail selon vos critères? Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, que sa souffrance au travail, vous avez vu qu'elle est très spécifique, elle est très localisée. Elle ne veut pas, elle, la douce et merveilleuse Marie, être réduite à un numéro. Et dans l'autre cas, le monsieur de profession libérale, très à l'aise, c'est que se placer sous le signifiant mariage, ma femme, ça casse, ça coupe, ça annule son désir lui-même. Et que la liberté de son désir, il fallait qu'elle soit associée à ça n'aura pas de conséquences, ça n'aura pas de suite. Aujourd'hui, il est marié, il se retrouve absolument encombré, mais encombré avec ce qui est insignifiant, un sacrement, si, comme on dit dans la religion catholique, du mariage, et là, c'est insupportable. D'autant plus qu'évidemment, par définition, sa femme porte exactement, si on dit madame plus son nom propre, le nom de sa mère, et lui-même, si on dit monsieur sans son prénom et son nom patronymique, on a le nom, monsieur, madame, exactement identique à celui du père et de sa mère. Vous connaissez ces jeunes femmes qui disent « Ah non, pas madame Tartampion, ça c'est ma mère. » Ou non. « Ah, surtout pas madame Tartampion, c'est ma belle-mère. » Et que là, ça met dans un état, on peut les termes les plus simples, état de déprime particulièrement vif, qui n'est pas du tout médiqué, ça ne correspond pas à la gravité qui nécessite la moindre. Il travaille, il gagne très bien sa vie, le problème n'est pas là, mais il y a quelque chose qui fait que le travail lui devient insupportable. Parce que dès qu'il y a des signifiants, comme ça, c'est-à-dire des énoncés un peu fermes qui viennent le recouvrir, il est absolument écrasé. Vous voyez, signifiant comme ça, qui ont une fonction d'objectivation. Vous voyez l'intérêt de ce que je vous dis, qui est très simple, c'est qu'au fond, c'est pas si simple que ça de laisser la parole à l'autre et de ne pas comprendre. On passe son temps à vouloir comprendre. Demain, j'organise un colloque en psychiatrie sur le nouage de la psychiatrie et de la psychanalyse, où j'ai organisé autour de la contestation du terme de compréhension, de comprendre, bon là c'est l'hôpital, de comprendre le malade. Alors comprendre, ça paraît très bien, on comprend ce qu'il a. Évidemment, si vous êtes dans un service de médecine organique, il vaut mieux que l'autre comprenne ce que vous avez, parce que vous avez, c'est ce que les marqueurs génétiques, biologiques ou autres indiquent. Donc c'est utile que vous sachiez, que vous compreniez quand vous lisiez les résultats d'une analyse biologique, évidemment. Donc là, c'est très utile, cette compréhension-là. Mais on ne vous comprend pas, vous. On
comprend les mécanismes qui rendent compte du fait que. Et vous savez très bien que la façon qu'on aura de vous le dire, il est pour beaucoup. Une certaine médecine, c'est vrai, je date, qui consistait à arriver dans les services et dire, en ouvrant la porte à une dame de 75 ans, « Alors, princesse, comment ça va aujourd'hui ?» T'es contente, le professeur lui dit « princesse ». On soigne aussi par ces mots-là. Bon. Mais vous voyez que la compréhension dont je parle, c'est pas celle-là. C'est pas le goût de l'ignorance. C'est pas il n'y a rien à savoir, et tout est possible dans tout, et au moins j'en sais, au mieux c'est. Pas du tout, au contraire. C'est que j'ai à savoir, que j'ai pas à savoir pour l'autre. Donc, nous avons tout intérêt à écouter ce que dit l'autre, et de savoir quelle est la face, lui, l'insupportable qu'il rencontre. Et que donc son symptôme, il va bouger. Parce qu'il y a des symptômes où c'est l'autre. Au fond, la patiente, on voit bien qu'elle est analysante depuis longtemps, parce qu'elle aurait pu me dire, ils sont insupportables, ce sont des cons, ce sont des salauds, etc. Elle ne dit pas ça, elle dit ça aussi, mais elle repère que son désir d'être aimé, quand même, lui coûte cher. Lui coûte très cher. Je vais vous donner un cas clinique un petit peu plus déplié, pour vous faire entendre, parce qu'au fond, je ne sais faire qu'une seule chose, m'en parler de la clinique. J'ai aucune compétence dans aucun autre champ. Et il y a une hypothèse, qui est la nôtre à propos de la souffrance dite au travail, qui, je vous le rappelle, que nous prenons très au sérieux, et dont nous ne dédouanons pas l'autre social, l'autre économique. C'est comment on passe de la souffrance au travail, souvent entendue comme souffrance à cause du travail. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué, là, avec les deux cas que je vous ai donnés. C'est une souffrance avec le travail, dans le travail, par le travail, à cause du travail. Mais vous voyez, dès qu'on commence à dire cela, la causalité mécanique est un peu vaine et trop limitée. Puisque les cas dont on parle, c'est pas je suis mineur et je bousille mes poumons. Là, c'est pas de la subjectivité à l'œuvre. On arrête les conditions inhumaines. Quelqu'un qui est au marteau-piqueur, dont vous savez que ça détruit petit à petit toutes les articulations et les os. D'abord, les Européens le savaient à une époque très très bien, puisqu'ils donnaient absolument le marteau-piqueur exclusivement aux Arabes. Et au fond, vous l'avez constaté, vous ne voyez pas une polémique quelconque. Enfin, maintenant, peut-être, ça doit être aux Roumains, aux Cambodgiens, aux Croates, et puis toujours aux Arabes. Et donc, ça évidemment, on va dire, oui, alors parlez-moi du marteau-piqueur. Il ne faut pas que ça marche comme ça. Il faut faire si on peut passer le marteau-piqueur, enfin, puis un petit moment, et pas 8 heures de marteau-piqueur où vous finissez au bout de 5 ans au service de rhumatologie en morceaux, mais vraiment en morceaux, ça désarticule tous les os. Alors là, on parle des cas où c'est pas forcément la seule dimension objectivement repérable, où à la limite, il faut que quelqu'un dise « assez, on arrête », et le médecin fait le certificat, il est malade, l'inspecteur du travail intervient, évidemment. Mais ma question, c'était plutôt, en ce qui nous concerne, mais ça on peut le dire, mais écoutez, arrêtez. Arrêtez ça, ou faites-le arrêter, portez plainte. Les analystes ne sont pas toujours silencieux. J'ai jamais reçu quelqu'un qui était
faisais le marteau-piqueur toute la journée, évidemment, mais si je l'avais reçu, je lui ai dit, écoutez, ça suffit maintenant, le marteau-piqueur. Parce qu'ils ont le droit. On n'est pas là pour entendre tout et n'importe quoi, mais oui, il aura votre rapport au marteau-piqueur. Arrêtons les dingueries. Là, je parle d'autre chose. Bon, vous seriez en droit de vous lever et dire, écoutez, là, ça suffit, votre cercle. C'est de comment on passe d'une souffrance rencontrée, mise en acte dans le travail, à une mise au travail de la souffrance. C'est-à-dire, au fond, notre job, c'est de mettre au travail cette souffrance en disant « et alors ?» Et alors, pas de sens, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais alors, continuer à la déplier. Qu'est-ce qui vous arrive? On voit, par exemple, chez cette dame, comment sa question va au-delà des conditions même de travail, objectives. Mais je ne vois pas pourquoi aimer et travailler, et avoir plaisir à travailler parce que c'est sympa, ça serait forcément à rejeter comme enfantillage. Alors c'est un cas particulier puisque ce qui est particulier, comme tous les cas, enfin ce qui est particulier dans celui-ci, c'est que c'est un licenciement. Depuis 20 ans, il avait gravi les échelons en tant que cadre et il s'était retrouvé directeur général d'une entreprise. Là aussi, je modifie de façon telle que le secret clinique soit absolument gardé. Une entreprise innovante. Il était directeur général et on lui, le patron, c'est-à-dire le propriétaire, lui avait donné pour tâche de sauver l'entreprise et pour ça, comme c'est souvent le cas, d'assurer des licenciements drastiques. Le patient y était arrivé avec extrêmement de brio. Non seulement il avait sauvé l'entreprise par son invention, par son dynamisme, mais il avait pu assurer, sans trop de casse, du point de vue du propriétaire, les licenciements nécessaires. Il a fait le job d'un directeur général. Celui qui vous reçoit sans cravate, en jean, presque les pieds sur la table, et qui dit « Bon, Coco, j'ai un problème, tu ne peux pas rester. C'est pourtant combien je t'aime, mais tu ne peux pas rester. » Voilà, ce style-là. Et il avait fait tout le boulot. Et lorsqu'il a eu fini le boulot, formidable, sauver l'entreprise de la faillite. Il a accompli le sale boulot, comme on dit. Le propriétaire lui a dit, bah, je vous remercie. Et c'est lui qui a été viré. Il paraît que ça se pratique parfois comme ça. Peut-être on dirait souvent, j'en sais rien, mais enfin le liquidateur est lui-même liquidé par celui qui est au-dessus. C'est un événement ponctuel dans sa vie. Simplement, la question qui lui est advenue, c'est que ça a été pour lui, cette affaire, d'être licencié, qu'il n'avait jamais été. En plus, il a été licencié parce qu'il avait accompli le travail. Je ne suis pas allé vérifier, mais on n'a pas à vérifier, mais lui, tel qu'il décrivait, je ne sais pas pourquoi on ne le croirait pas, il a fait absolument le job, il a absolument réussi, et c'est parce qu'il a absolument réussi qu'il devenait inutile. Il lui a sauvé l'entreprise, maintenant dégage. Donc ce n'était pas par bêtise, par erreur, par incompétence. Il est viré. Donc, au chômage, de la meilleure façon, pas de problème. Cet élément-là, ponctuel, a eu pour lui un effet d'effondrement subjectif qui a fait basculer sa vie. Alors, je ne dis pas que c'est la cause. Je ne dis pas parce que. Mais c'est l'élément déclencheur, si vous voulez.
Vous savez qu'une causalité ne se réduit pas mécanique A et B. Causalité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est généralement, comme on dit, il y a une surdétermination. Il vous faut des réseaux de conditions pour que ça produise. Certains imaginent ça sous la forme de l'effet papillon. Un papillon et puis la crise à Wall Street. C'est une façon amusante de le dire, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais c'est pour dire qu'il y a des surdéterminations et donc il ne faut pas que vous rentrez dedans. Parce que... Mais enfin, ce qu'on sait que c'est pour lui l'élément déclenchant, il est mis dehors. Et l'effet incroyable que ça a eu pour lui, je le sais parce qu'il le rapporte, les larmes dans les yeux, parfois même en pleurant, c'est qu'à 45 ans, ça a vérifié la désignation du père à son endroit, qui lui disait « Tu es un bon arrière ». Sa vie s'était ainsi constituée lorsqu'il était en classe de première. Il avait commencé à douter de la possibilité de réussir. C'est-à-dire qu'il avait eu affronté à l'angoisse et au lieu de l'affronter, son angoisse, il avait reculé. Ça, reculer devant l'angoisse, pas la peine de venir ici ou de faire de la clinique pour que vous sachiez les conséquences. Vous le savez pour vous-même, vous le savez pour vos proches. Ce moment où l'angoisse arrête. Ça, je crois très peu aux vertus de la pédagogie, telle qu'on l'entend par il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. La souffrance, ce qui est important, c'est de savoir là où elle éclate et où elle peut être repérée. Parce que ce que vous dites à propos vous et les autres personnes, ce que vous dites par exemple à propos de la souffrance au travail, ça pourrait être dit à propos des difficultés à l'école. Néanmoins, c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a des dispositifs pour les repérer. Peut-être que si personne ne s'intéressait aux salariés, c'est-à-dire si vous n'existiez pas, puis d'autres fonctions connexes, le mot même n'existerait pas, ne saurait pas. C'est historiquement daté, de même qu'à l'école, s'il n'y avait pas des dispositifs de repérage, on continuerait à dire c'est une question d'intelligence. Il y a ceux qui comprennent et puis il y a des gens plus bêtes. Donc on légitimerait cela comme des données objectives qui ne se discutent pas. Donc c'est intéressant de voir que, même si ensuite on peut discuter de la façon dont on le repère et dont on traite. Pas sûr, par exemple, je sois tout à fait d'accord sur la façon dont les dysfonctionnements, les dysorthographies, etc., dyscalculie, viennent médicaliser l'existence elle-même au détriment de la parole, paradoxalement. C'est presque ça, me semble-t-il, si j'entends bien ce que vous me dites, l'enjeu. C'est que dès que vous dites souffrance, que vous le vouliez ou non, qu'on le veuille ou non, je m'inclus bien sûr, vous avez un terme qui problématise la difficulté par rapport à un champ qui est souffrance, qui est celui de la médecine. Puisque quand même l'idée, c'est de l'amoindrir, voire de la supprimer, la souffrance. Sur le modèle des souffrances physiques et de ce qu'on appelle la pénibilité, qui existe, c'est pas des fantasmes, la pénibilité. Je veux dire que la pénibilité, c'est très présent. Et donc, c'est quand même très intéressant d'avoir des dispositifs qui le repèrent, tout en sachant que la façon qu'on a de le repérer interfère sur l'idée qu'on s'en fait. Et que donc, même quand on repère, il faut toujours savoir qu'on ne repère que parce qu'il y a un dispositif qui a rendu repérable ce que vous observez. Autrement, vous ne repérez rien. Ni vous, ni personne.
non pas que ça n'existe pas, mais ça ne porte pas de nom. C'est daté tout ça historiquement. C'est pas que la souffrance est datée, c'est que le fait de l'appeler souffrance au travail, c'est daté historiquement. Avant, je pense que probablement nous s'en foutait. S'ils sont malades, qu'ils dégagent. S'ils sont pas bien, qu'ils aillent ailleurs. Enfin, il y a une sorte de cruauté des employeurs. Donc ça change. Mais ensuite, c'est de se dire, une fois que c'est repéré, d'abord, il faut savoir à partir de quoi c'est repéré et le traitement qu'on donne. Alors moi, l'idée, c'était pas du tout de vous apparaître comme, entre guillemets, un expert extérieur, enfin moi, la profession, auquel vous pourriez passer la main. C'était pas ça, t'avais mon idée dans l'exposé. Quoique évidemment, si les gens vont trop mal, il vaut mieux leur conseiller d'aller consulter. Et si c'est grave, ou si c'est un peu compliqué, ou si les gens vous disent je dors plus, etc., les psychiatres, s'ils dosent bien, sont là pour faire quand même que les gens arrivent à peu près à dormir. C'est autre chose si ensuite ils sont médicalisés à un point tel où on ne résout pas le problème, d'aucune façon. Bon. C'était plutôt de vous faire entendre qu'au fond, ce dont je parle, qui bien sûr est spécifique au champ analytique, ça peut avoir aussi un intérêt pour d'autres champs sans que pour autant vous deveniez clinicien. C'est-à-dire comment la question qui se pose de la nature de la plainte, par exemple, de la souffrance, quand vous dites est-ce que celui qui souffre n'en jouit pas d'une certaine façon. Alors là, c'est très intéressant et très compliqué parce qu'on touche là au plus intime de chacun. Alors là, vous ne le saisissez pas très facilement, mais il faut quand même un peu avoir ça, et en même temps, il faut se dire quand même qu'être licencié, très compliqué, ça peut être très désagréable, très lourd, très selon l'âge qu'on a, selon la carrière, enfin un refus, un désaveu. Souvent il y a des procédures quand même où on vire les gens parce qu'ils coûtent trop cher, ou il n'y a pas que ça évidemment, parfois ils font des erreurs ou ils ne conviennent pas, enfin il y a une brutalité si vous voulez, qu'on ne peut pas nier. Donc c'est toujours une sorte de penser que la solution miracle n'existe pas, et que néanmoins ça ne doit pas déboucher sur bah alors on fait rien, on attend. C'est que je crois que chacun a dans sa fonction, dans sa responsabilité, peut trouver un biais d'attaque, et qui peut, même si ce qu'il produit n'est absolument pas un acte clinique, c'est pas plus mal qu'il sache aussi que ça résonne cliniquement. Oui, comme l'exemple un peu bête, quand on fait des cours de secourisme. Personne ne devient médecin pour autant, mais si vous savez faire marcher un défibrillateur, c'est pas mal si quelqu'un crise cardiaque. Vous ne devenez pas médecin pour autant, mais néanmoins vous sauvez quelqu'un. C'est un peu ça l'idée. Or, le défibrillateur, c'est pris c'est des trucs faits par le corps médical, avec les types qui font les machines pour pouvoir remettre en marche le rythme cardiaque. Donc c'est ça mon idée, c'est que ça peut vous offrir un éclairage, y compris pour vous-même, sans mimer pour autant le clinicien. C'est-à-dire l'idée que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais là, vous, ce sont des cures longues, les gens qui consentent à aller voir une analyse chaque semaine. Puis bien sûr, ça c'est un choix très personnel. Mais par exemple, l'expérience qu'on a, quand même, il est ouvert depuis 6 ans ou 7 ans.
les 2 centres dont je vous ai parlé, celui de Marseille et celui d'Aubagne, on se trouve affronté à ces questions. D'abord, ce sont des dispositifs gratuits. Et s'ils sont gratuits, c'est quand même plutôt pour ceux qui ont des difficultés d'argent. Mais quand même pas des trucs gratuits pour des gens qui ont vraiment les moyens et qui en plus on leur ferait gratuit. Quoique parfois on a reçu des gens qui n'étaient pas dans une précarité, mais qui voulaient vérifier que là on ne les recevait pas pour leur argent. Comme si les recevant en la faisant payer, en quelque sorte, ça contaminait le dispositif. D'accord, enfin, c'est plutôt, disons-le, pour les personnes qui n'ont pas d'argent. Et en plus, ce sont des dispositifs qui donc permettent sur des périodes courtes, c'est-à-dire 16 séances au plus, c'est pas rien 16 séances, si vous venez une fois par semaine, ça fait déjà 4 mois. 4 mois, c'est généralement la durée moyenne, même supérieure aux consultations en milieu hospitalier psychiatrique de jour. Quand vous ne dormez pas dedans. Et là, on s'aperçoit qu'il y a ces questions immédiates que vous abordez. C'est-à-dire, au fond, ce sont des dispositifs où la durée est limitée. Et où on peut avoir ces questions par combien d'étudiants qui sont bloqués à un moment donné dans leur travail. Je ne sais pas si pour vous ça fait partie du... C'est pas un travail salarié, évidemment. Ça rentre dans la catégorie de travail, en tout cas, notamment au niveau des masters, par exemple, en mémoire à rédiger. Complètement arrêté. Et donc vous voyez que soit ils passent, puis bon, ils auront leur bagage pour faire leur vie, soit s'ils ne le passent pas, c'est plutôt la galère. Voilà, vous voyez, par exemple, des choses comme ça qu'on reçoit. La question du travail, par exemple, elle est extrêmement présente dans les 2 dispositifs dont je vous parle. C'est souvent même une demande. Une demande. Même si nous recevons dans ces dispositifs, il faut bien le reconnaître, beaucoup de psychotiques qui ne sont pas forcément hospitalisés, qui ne voient pas des psychiatres, qui ne voient pas des psychologues. Mais il y a cet enjeu. Comment? Donc c'est presque l'idée de dire qu'à la fois il y a une spécificité du travail et des conditions dans lesquelles le sujet se trouve. Moi je me dis quand même que si beaucoup de policiers se suicident, c'est que quand même les conditions sont pas sympathiques. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un commissariat pour déclarer la perte de votre truc, c'est vraiment dans un état de délabrement, de dégueulasserie. Encore nous, on regarde la montre, c'est la cour des miracles pour aller déclarer on vous a volé votre carte, votre voiture. Et je dis quand même que vivre là-dedans, des salaires extrêmement... Voilà. Oui, pour le dire très banalement, c'est ça n'inspire pas la joie de vivre. Et donc il y a des conditions objectives sur lesquelles, là, il y a sûrement des actions à mener. Je ne sais pas pourquoi, ma question est sûrement naïve, et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi dégueulasse, les commissariats. C'est-à-dire qu'ils font exprès, il faut vraiment... Je se demande même s'ils ont créé neuf à une époque, tellement c'est quand même bon... il doit y avoir quelque chose. Il y a quelque chose d'un non-respect et en même temps, par rapport à ce que vous disiez à propos du suicide, je crois que d'abord il n'y a pas de réponse générale. Le suicide c'est vraiment un point très particulier parce que on touche le plus intime et puis, sauf s'il y a des courriers, des lettres, des propos, s'il n'y a rien on ne sait pas. On ne sait pas ce moment où quelqu'un arrête. En tout cas, on peut penser que s'il se suicide sur son lieu de travail, c'est qu'il a une adresse. C'est pas pareil d'aller se jeter à la rivière. Là, on peut penser que c'est pas quelque chose qui est destiné aux eaux et forêts, généralement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est
plutôt, bon, c'est un mode de suicide un peu habituel, notamment dans les accès mélancoliques, de partir un peu comme Ophélie dans l'eau. C'est en silence, ça vous emporte, etc. C'est englouti. C'est vrai qu'aller se tuer dans le lieu où on travaille, probablement il y a une adresse. Alors on peut dire l'adresse est fausse, il fait porter la cause de son malheur à l'entreprise. Enfin, il ne faut pas peut-être penser que l'entreprise est forcément toute blanche, parce que bon, c'est sympa, je ne sais pas si on a vraiment tiré un coup de fusil dans les bureaux, mais il y a les deux dimensions. C'est-à-dire que si vous voulez, ce que j'essaie de faire entendre, c'est que, bon, je l'ai dit de façon imagée, peut-être un trop simple, mais on n'a pas le manuel des castors juniors. Même si on a toute la psychiatrie derrière nous, les bouquins, les livres, la psychanalyse, c'est normal, c'est notre job, on a été formé, mais on n'a quand même pas le manuel des castors juniors. Et le fait de le savoir, quand on est mis dans une position, malgré tout, d'expert, ça ouvre pas, je fais rien, je sais rien, je suis incompétent. C'est ça l'astuce. Ça ne veut pas dire je sais rien. Paradoxalement, c'est qu'on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voler à l'autre. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est ce point de subtilité qui peut être utile au-delà des analystes proprement dit, au fond, il faut que ce qu'ils disent l'analyste, que ce soit leur orientation. C'est pas un secret, ma référence, c'est Lacan, mais peu importe pour la question. Là, si on fait l'hypothèse de l'inconscient, si on fait l'hypothèse qu'il y a un savoir qui ne se sait pas, auquel vous n'avez pas accès comme ça, qu'est-ce que ça produit d'en tirer quelques petites conséquences? Personne vous ne serez pas analyste pour autant, évidemment. Mais néanmoins, vous saurez ce truc-là. Parce que je pense qu'il y a un éclairage, on pourra même me dire, on va peut-être vous faire sourire, je pense qu'il y a une éducation au sens noble, pas au sens trivial, pas une sorte de taper sur le doigt des gens. Il y a une éducation freudienne du peuple. Enfin, j'emploie peuple au sens d'une certaine tradition de pensée, vous vous en doutez. C'est-à-dire le peuple, c'est plutôt celui qui dit quelque chose, qui œuvre à quelque chose, une communauté, si vous voulez. Au terme, plus trop maintenant. Mais je pense que c'est ça, que notre rôle quand on intervient en dehors de la clinique, en dehors des hôpitaux, c'est de faire entendre qu'il peut y avoir une éducation freudienne du peuple. On s'inclut dans le peuple, il n'y a pas le peuple et ses dirigeants, c'est pas ma conception du truc. C'est-à-dire qu'un respect de... Ben oui, que l'inconscient est là, et qu'il faut le savoir. Alors, il y a des dispositifs, par exemple, qui les excluent. Vous savez qu'il y a toujours des exceptions. Et vous le voyez, par exemple, chez les gynécologues. Par exemple, parce qu'il y a beaucoup de dames ici. Il y a toujours des exceptions. Hein. Vous avez droit qu'à 10 minutes chez les gynécos. Et que si vous commencez, moi, ça touche des parties du corps où ça ne se réduit pas à la pure objectalité organique. Qu'au fond, commence à parler d'autre chose, il y a un arrêt immédiat. Que c'est une défense, je généralise, et j'ai tort, c'est une façon de dire, écoutez, je sais que si vous commencez à me parler d'autre chose, c'est-à-dire si vous me dites, mon mari, mon copain, je suis seul, tout ça, et pas là, c'est un autre champ qui va surgir. Souvent, les gynécos ne veulent pas ça. Ils ne veulent absolument pas. Parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ça s'ouvre, c'est qu'on va parler d'autre chose. Dès qu'on va poser la question, par exemple, sur les gynécos, et vos rapports, etc., enfin là, c'est dans la matérialité, ils savent bien que c'est une question piège, parce que soit il y a une réponse technique, soit c'est, ah ben vous savez,
docteur. Et là, c'est le plus intime, au-delà du corps, qui va être livré. Et vous voyez que dans toute une partie de la médecine, quels que soient ses progrès, ces choses fantastiques qu'elle permet, etc., il y a un moment où il faut arrêter. Et donc, c'est une pratique à la fois formidable dans sa technicité, une certaine médecine aujourd'hui, et à la fois complètement sourde. Mais même Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une même critique de la violente. médecine. Même violente. Oui. Parce que le fait de couper court à un moment donné Parce que vous- peut être reçu violemment. Et ce qu'ils disent, c'est pas pour justifier, c'est pas pour critiquer un corps de métier, c'est pour vous donner une idée. C'est que il ou elle coupe. Les femmes sont parfois très fortes pour couper, comme ça, quand elles sont gynéco, et elles disent très précisément, si je commence à écouter au-delà, je ne sais plus faire. C'est-à-dire que c'est plus mettez la pommade, mettez ci, mettez la petite. Qu'à partir de là, c'est plus difficile quand c'est dermatologie, de faire lever les verrues, plus difficile de brancher sur mon copain. C'est plus difficile. Vous pouvez le faire, enfin. Vraiment se forcer un petit peu. Alors, vous avez ORL, nez, vous entendez bien. Oui, mais mon copain, quand il me parle, vraiment, il faut forcer le truc. Il y a des parties il y a des disciplines de la musique qui touchent vraiment et où il y a un refus. Et justement, ce que j'essaye de faire ici, c'est pas une critique de la médecine, dont je suis le premier comme vous, je suppose, à admirer les progrès, les avancées, mais c'est d'insister sur que l'éclairage freudien, c'est de dire que bien sûr, il y a le corps, bien sûr, il y a la technicité, bien sûr. Et puis vous avez ce truc un peu bizarre, très bizarre, qui fait que ça ne fonctionne pas comme ça devrait et qu'on ne peut pas non plus se contenter du terme anormal, ou pas bien. Au fond, on sait tous par expérience que notre vie, c'est quand même pas aussi formaté, y compris qu'on le présente, c'est normal de le présenter ainsi, que donc là, vous avez une autre dimension qui est l'hypothèse de l'inconscient. Et ça, je crois que ça peut avoir son intérêt pour quiconque est affronté, au fond, à des gens qui parlent. Il y a quand même aujourd'hui des dispositifs où on n'en veut rien savoir. Donc, voilà, et par exemple ce monsieur, c'est pour ça qu'on a même du mal à dire si c'est à cause, si c'est par, avec le licenciement. Disons que ça a été un élément déclencheur. Mais le fait que je jette mon stylo en l'air et qu'il tombe, il n'a pas créé la loi de la gravitation universelle pour autant. Il la vérifie. Il ne l'a pas créée. C'est pareil, là, si vous voulez, il faut se dire, il faut savoir que c'est multiple. Et je trouve que quand on sait ça, paradoxalement, on est moins coincé parce que quand même l'autre qui vous demande, y compris quand vous vous appelez coach ou DRH ou conseiller, ou même des mots que j'ignore, celui qui vous parle formate aussi son propos en fonction de l'adresse qu'il suppose. Et donc le risque, c'est qu'à un moment donné, il vous coince dans le savoir qu'il vous attribue, qu'il vous suppose, à juste titre, puisque vous avez les diplômes, les compétences, la reconnaissance des pairs, tout ce qu'il faut. Et là, c'est risqué toujours. C'est-à-dire qu'au fond, l'expert, quel qu'il soit, doit être capable aussi d'une critique de l'expertise elle-même. Pour ces choses-là. Maintenant, si vous êtes expert pour construire des ponts et que vous voyez que des ingénieurs, vous faites une critique de votre expertise, vous vous dites le pont, les équations, les maths, ça marche, ça vérifie, ciao. Envoyez la facture, c'est un autre monde. Mais là, on parle de personnes qui ne sont pas des ponts. Ce sont des êtres vivants, donc un peu particuliers, c'est un peu bizarre. Ils disent une chose et le contraire.
devrait tenir ne tient pas, et inversement. Là c'est vrai qu'on est bien placé pour savoir ça. Nous, personne ne nous demande le moindre résultat concret. Enfin, plus ce sont les demandes, on ne s'engage pas. Est-ce que vous vous engagez à ce que j'aille mieux? Je ne répondais pas, mais oui, mon cher, en 2 mois, en 3 mois, en 10 ans, en 5 secondes. Non, mais ça rend humble. Oui, mais surtout, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Au contraire, on fait beaucoup de choses, mais en sachant que c'est pas tout à fait là où on nous attend. C'est ce que je veux dire. Et c'est exactement ce que disait Esther. Dit que ne pas comprendre, faire en sorte que la personne qui ne comprend pas, ça fait tout à fait écho à notre métier. Voilà, mais c'est ne pas comprendre de façon différente, par exemple, du directeur hiérarchique qui dit mais qu'est-ce que c'est tout ça, je comprends rien moi. C'est pas la même Non, c'est c'est pas la même chose. Non, et c'est là, je pense que nos métiers peuvent trouver un... Il s'agit de voilà. Là, ça fait vraiment écho. Et justement, on ne cherche pas à comprendre. C'est pas qu'on ne comprend pas, mais on ne cherche pas à comprendre au-delà de ce qui pourrait justement nous amener à avancer une expertise. Et peut-être d'ailleurs que... Non, mais peut-être que dans la clinique et dans le travail d'accompagnement professionnel, il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement qui est de mettre à disposition un dispositif, une écoute qui va permettre à l'autre un questionnement. Et au travers de ce questionnement, peut-être que ce qu'on peut lui faire entrevoir, ben, c'est que finalement le savoir il est de son côté. Et que là, je pense qu'il y a déjà, voilà, et sans forcément vouloir entreprendre une analyse, mais déjà se poser les bonnes questions, se dire des choses. Et que c'est un savoir à construire, qu'il ne l'a pas déjà dans la poche. Voilà, ouais. Parce qu'il pourrait aussi penser, puisque je l'ai, au revoir. Même qu'on va voir un médecin pour avoir l'ordonnance, mais s'il a donné avant d'entrer, on n'irait peut-être pas. Bon. Non, on est là. Et bien justement, c'est un savoir à construire, à élaborer. Maintenant, je vais te poser une question naïve. En général, me répondra qui veut. Mais puisque vous pensez ça, qu'on n'a pas à comprendre, à accompagner, etc. Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas des psychologues cliniciennes, par exemple? Non, je me demandais, parce que pourquoi vous ne l'êtes pas? Je crois qu'il n'y en a pas. Vous m'avez envoyé le trombinoscope, j'ai regardé. Il n'y en a pas parmi nous, qu'on n'a pas choisi de l'être nous, alors qu'on se pose des questions. Enfin non, parce que ça se rapproche. De plus en plus, là, vous vous rapprochez d'une position. Alors j'entends mal. Presque une position clinique. Ne pas comprendre. Je me dis, mais pourquoi pas le clinicien? Je ne peux pas vous dire pourquoi pas psychiatre, parce que c'est pas pareil, là, c'est autre chose, là, pas psychiatre. Mais pourquoi vous... C'était ma naïveté, parce que je pense que c'est une bonne question, parce que moi, personnellement, j'ai une formation de psychologue clinicienne. Ah, vous êtes psychologue clinicienne? Je ne suis pas psychologue clinicienne dans mon métier. Mais vous l'êtes. Mais j'ai une formation, oui, de psychologue clinicienne. Alors vous l'êtes. Et cette formation, même si je n'ai pas ce titre-là sur mon bulletin de salaire, elle me sert dans ma pratique. Ah, voilà, bien sûr. Bien sûr. Alors après, les raisons qui font que je suis là où je suis et pas en cabinet privé ou en institution psychiatrique, après c'est ça, une histoire. Ça c'est privé, c'est ça. Mais ce dont je suis sûre, c'est que ça guide la façon dont je pratique ma fonction qui s'appelle consultante, voilà, qui est d'accompagner
des personnes en recherche d'emploi ou en activité professionnelle. Et que la façon dont je vais interroger des choses ou écouter, je travaille beaucoup avec ce que je suis en fait, y compris alors la formation théorique et un travail personnel, d'analyse, etc. Donc, si j'avais pas ces fondements-là, je pense que je pratiquerais complètement différemment. Donc il y a une voie possible dans l'accompagnement professionnel. Chacun ici, d'une façon ou d'une autre, a des places diverses dans l'accompagnement professionnel. Et qu'il y a une voie possible de l'accompagnement professionnel qui est du côté d'une position clinique, qui n'est pas une activité clinique. Au sens, oui, parce que le champ, enfin le cadre... Voilà, on n'est pas dans le champ de la clinique. On est dans le champ de l'accompagnement professionnel, avec une position, une écoute qui peut être... Il y a un dispositif. Alors, tout à l'heure, Frédéric parlait d'intervention. Je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui est particulier dans le métier de l'accompagnement professionnel, c'est qu'il y a intervention. On sollicite une intervention. L'entreprise sollicite ou l'organisation. Il n'y a pas seulement que le sujet qui arrive avec une demande, parfois il arrive d'ailleurs sans demande, il y a une organisation. Puis il y a quelque chose qui tient de la démarche. Enfin, moi, c'est un peu particulier. Moi, je ne travaille pas en entreprise, je travaille avec des particuliers, essentiellement des adolescents. Après avoir été professeure et donc avoir été celle qui savait, entre guillemets, et c'est bien pour ça que j'ai quitté ce métier. Et je vois que quand ils viennent me voir, je leur fournis à la fois, moi, ce qui m'interrogeait dans votre propos, surtout, c'est le temps, le moment, enfin, s'accorder ce temps-là, ce temps qui n'est pas donné à l'école et qui viennent chercher chez moi, essentiellement. C'est l'écoute, certes, mais c'est l'espace et le temps pour venir s'interroger sur la façon dont ils apprennent. Et c'est pas moi qui leur dis, voilà, pour mémoriser, il faut faire ça, ça et ça, mais c'est vraiment, je questionne sur comment tu fais. Là, dans mon parcours personnel, moi, vous parliez des 10, j'ai un enfant très gravement dyspraxique et qui a complètement changé ma pratique d'enseignante. Je suis inspecteur parce que lui faisait différemment. Et donc j'ai entendu et j'ai regardé ce qu'il faisait différemment. Et donc mon travail là actuellement, c'est d'écouter ces jeunes dans leur démarche et de dire expliquez-moi comment vous faites. Voilà. Racontez-moi comment vous faites jusqu'au moment où ah ben oui, là c'est vrai. Il y a beaucoup ça que je vois, et puis l'absence de confiance en soi que donne l'école, et c'est terrifiant. Enfin, quand je l'ai quitté, c'était déjà pas terrible, mais maintenant c'est abominable. L'absence de confiance en soi que donnent les élèves qui vous disent j'avais l'intuition, vous parliez de maths, je savais que c'était ça qu'il fallait faire, mais je ne me suis pas fait confiance. Et donc j'ai raté mon contrôle parce qu'au moment où il fallait choisir, maintenant je me suis dit je suis trop nulle, ça doit pas être ça, je vais prendre l'autre solution. Voilà. Donc apprendre enfin, j'essaie dans toute la mesure, enfin très modestement, de les écouter, puis de faire en sorte qu'ils s'écoutent plus après. Donc moi ça fait écho avec ce que je sais de l'école. Oui, très bien. Donc là il y a quelque chose qui vient de ce que vous disiez tout à l'heure. Moi j'entendais du côté de la place, c'est-à-dire on ne fait pas rien, disiez-vous, en tant qu'analyste. Si je me mets du côté de l'accompagnement professionnel, là non plus on ne fait pas rien, même s'il peut y avoir des méthodes, d'autres finalités bien sûr. Mais pour autant se pose la question de la place dans ce dispositif. C'est-à-dire à quelle place se positionner pour produire un effet en quelque sorte. Sur la place de l'analyste, est-ce que vous voulez dire quelque chose autour de ça? Qu'est-ce que vous voulez
pas compris, pour la place, pour la fonction. Ouais, la fonction, oui, plus la fonction que la place. Oui. Ce qui fait effet. Alors c'est compliqué parce que là on mobilise toute la doctrine, donc je vais essayer de ne pas la mobiliser. Ce qui fait effet, c'est quand même notre hypothèse, celui des pouvoirs de la parole. Et que ça touche une dimension inconsciente que le sujet n'a pas forcément à sa disposition. Mais les pouvoirs de la parole, c'est quand même ce à quoi on se trouve d'emblée affronté. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs sociaux, etc., qui tendent à ne rien vouloir savoir des pouvoirs de la parole. Les pouvoirs de la parole sur celui qui parle. Pas la persuasion et les pouvoirs de contrôle sur l'autre. Parler a des effets, mais faut-il encore qu'il y ait un lieu d'écoute, et puis quand on dit l'écoute, le risque, ça serait de s'imaginer que c'est simplement une place silencieuse, muette, rien faire. C'est la caricature, comme on voit à la télévision. Quelqu'un parle, et puis l'autre est toujours en train de faire quelque chose. Il est ailleurs, c'est-à-dire que ça prend une escroquerie. Il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un qui n'écoute pas. Alors que là, justement, c'est l'enjeu qu'une façon d'écouter, ça redonne une dignité nouvelle à la parole. Que ça nécessite quand même, j'insiste, beaucoup de temps et de travail pour qu'une écoute puisse avoir des effets sur celui qui s'adresse. Parce que dans tous les bistrots de France, même s'il y en a de moins en moins, il y en a quand même encore beaucoup, tout le monde parle à tout le monde. Pas dire que ça a sûrement un effet social. C'est très important. Mais je ne pense pas que ça ait un effet clinique. Pour autant, il faut entendre que dans ce qui se dit, il y a ce que l'autre n'entend pas. C'est toujours pareil sur l'hypothèse de l'inconscient. En fait, venir un analyste, il vous livre toujours la causalité psychique, au fond. Il y a son estampille propre, quelle que soit la façon qu'il a de parler, ou d'interpréter, ou de théoriser, évidemment. Il y a des différences, tout ce que vous voulez. Il n'en demeure pas moins qu'il y a l'idée de la causalité psychique. La causalité psychique, elle est inconsciente. C'est-à-dire que ça se passe là où le sujet ne sait pas que ça se passe, mais dont il est souvent la marionnette. Donc il y a de la part de l'accompagnant une hypothèse qui est posée, même si donc il y a à la fois ne pas comprendre et comprendre certaines choses. Il y a ne pas comprendre au sens de ne pas comprendre trop vite, expliquer. Voilà pourquoi votre fille est muette. Voilà pourquoi votre fille est muette. Et en même temps, au comprendre s'oppose, pour vous dire ce serait simplement entendre. Entendre comment que ça peut... Le petit élément, au fond, il ne s'agit pas de mimer l'analyste, c'est toujours grotesque, mais de savoir qu'au fond, il y a un savoir inconscient et qu'il fait ses effets, il fait ses tours et il produit ses conséquences. Et quand on le sait, quelle que soit la position qu'on occupe, c'est toujours très utile. Il y a des enseignants qui vous disent, alors qu'ils sont pris dans la transmission d'un savoir objectivé, repérable, mesurable, évidemment par les examens. Et c'était étonnant. Ah oui, c'est pour le moins. Parenthèse, une ponctuation. Le surgissement. C'était court. Voilà, c'est-à-dire que
Une façon d'écouter produit des effets sur la parole de celui qui énonce. Et ça, des enseignants eux-mêmes le repèrent en repérant, c'est le cas de le dire, que le savoir objectif lui-même est incarné quelque part. C'est incarné. C'est toujours le mythe des bons élèves qui sont bons élèves indépendamment de professeur. Ça concerne qui, ça? Très peu de gens. Très très peu de gens. Ça concerne... Moi j'ai aimé, c'est vrai, à titre privé, j'ai aimé le savoir désincarné, c'est vrai. Non, c'est utile pour passer des examens, mais après, on s'aperçoit que ça a vraiment des limites. Je ne sais pas si ça existe. Le savoir désincarné? Ça n'existe pas, mais c'est l'hypothèse du bon élève, du très bon élève. Le savoir peut être désincarné. Donc il est possible de se l'approprier indépendamment de ses conditions de transmission. Mais ça se décompose ensuite en voyant les impasses. C'est réalisable, mais ça concerne très très peu de monde parce que la plupart des élèves sont intéressés par qui transmet, etc. Et c'est normal. Si vous le désincarnez, ça n'offre qu'un avantage, d'abord c'est au prix d'un certain refoulement, évidemment, et puis vous n'êtes plus encombré par le vivant de la chose. Est-ce que ça n'ouvre pas un nouveau champ d'exploration et plus tard de pratique et de mutation sociale par rapport aux nouvelles technologies et ce que l'on dit de l'enseignement et de son avenir, qui serait que les sources de savoir seraient plutôt désincarnées et que la fonction du pédagogue, alors pour le coup, les enseignants français vont avoir un travail, je pense qu'ils devraient tous aller voir un analyste, pour changer de pratique, pour devenir des médiateurs, des accompagnants justement, donc d'être beaucoup plus... Comme de l'école inversée par exemple. Ben, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. L'école inversée, c'est en fait le savoir qui serait, que l'élève s'approprierait à la maison, en fait. Et après, tout le travail justement du pédagogue serait sous forme d'exercice, d'expérience, de vérifier avec l'élève, de faire vérifier à l'élève que... Il n'y a qu'une petite difficulté qui me vient. C'est qu'apprendre chez soi pour les enfants, c'est apprendre dans la maison des parents. Ça, je peux vous dire qu'apprendre dans la maison des parents, c'est vraiment lourdin. C'est revenir au précepteur. Apprendre à l'extérieur. Non, mais j'entends ce que vous dites. Ça désocialise le rapport au savoir. Vous apprenez votre leçon d'anglais, puis il y a la photo de la grand-mère, et puis il y a eu les cris de Tartampion. C'est formidable d'aller à l'école, c'est ailleurs, on regarde par la fenêtre, on ne connaît pas les arbres, on regarde la prof qui est plutôt jolie, en se demandant beaucoup de choses. Non, mais l'idée d'apprendre dans la maison des parents, ça me paraissait... Oui, non mais je ne cautionnais pas. Oui, non, mais c'était pas vos... Non, mais je pensais... Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre dans la maison des parents. S'ils apprenaient encore dans un endroit qui ne soit pas la maison des parents. Ce sera peut-être ça quand même. Ce sera peut-être mieux, ça. C'est la maison des parents, c'est terrible. Après, ça veut dire la maison des parents. C'est-à-dire vous apprenez soit sur la table de la salle à manger, sur le bureau du père, si c'est plus chic, soit dans le petit bureau de la chambre. Et les odeurs de la nuit, le pyjama qui... Sans savoir oedipianiser le maximum. En même temps, si on prend au niveau de l'andragogie, de la pédagogie d'adulte, moi j'aurais tendance à dire que du coup là on est dans une reconstruction identitaire, dans une liberté où on n'est plus
imposer, je fais une licence avec des gens qui ressemblent à des gens qui font des licences et qui portent le costume de gens qui ont une licence, et je peux m'approprier le savoir pour ce qu'il est, avec une notion de plaisir par rapport au sujet supposé savoir, à ce que j'ai envie d'acquérir, et par rapport à mon projet propre, et qui fait que je peux me... On le voit, moi je le vois dans les gens qu'on accompagne, où ça leur permet de prendre du recul par rapport à toutes ces choses qui, avant, les ont bloqués, parce que je ne suis pas issu du milieu qu'il faut, je n'ai pas, en théorie, le vocabulaire au début qu'il faut, je n'ai pas l'imaginaire sur moi qui est nécessaire. Moi, je fais de l'accompagnement VAE sur Skype, et c'est incroyable comme les gens, il n'y a pas de lieu. Donc il n'y a pas de lieu de savoir, je parle mon histoire, je la reconstruis à part entière. Et je trouve que du coup, les nouvelles technologies, là, il y a une capacité à reconstruire son identité et à créer une nouvelle narration qui est vraiment intéressante. Et qui est des fois un peu surprenante, parce que alors là, pour le coup, on les regarde à travers l'écran de la télé, donc ils font bien un peu ce qu'ils veulent, quoi. Je trouve que c'est intéressant de voir Voilà, tu vois, alors ça me questionne vachement sur l'appartenance au groupe, parce que il y a quand même on est quand même des êtres sociaux, et à un moment donné, il faut s'identifier à quelque chose pour avoir cette envie cette capacité d'apprendre et d'intégrer quelque chose. Et je le vois même, je fais le lien avec le travail, c'est-à-dire que même le télétravail, à un moment donné, il faut que les gens ils aillent sur le lieu de travail pour s'approprier quelque chose, pour avoir cette impression d'appartenance. Donc c'est même avec l'école, les gamins, moi j'allais à l'école, c'est pas pour aller voir la maîtresse, c'est parce que je voulais aller à la cantine, parce qu'on rigolait à la cantine, quoi. C'était mon espace à moi. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'il y a la cantine au travail que j'ai envie d'aller dans le lieu de travail. Mais il y a un moment, un espace qui n'est qu'à toi, d'animal social et travaillant, c'est ton espace à toi, et après tu as un espace à toi amical. Après, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas non plus... et c'est ça qui me questionne beaucoup sur l'idée de la dématérialiser tout. Il y a un moment donné où on va bien être obligé de raccrocher à quelque chose. Ça isole. Et ce que je trouve aussi par rapport à... si je peux me permettre, à la souffrance au travail, il y a quelque chose qui me travaille, c'est le cas de le dire. On déshumanise, on enlève complètement tout sentiment, toute émotion du travail. On veut enlever tout. D'ailleurs, on en a fait des ressources humaines. Hein. On a mis le mot humaine pour avoir l'impression qu'on s'adressait aux gens, mais on a mis des ressources. Et l'humanité et l'émotion re-rentrent dans le travail par le mot souffrance. Et voilà, c'est tout à fait ça. Et par le médical. Ça humanise, bien sûr, puisque c'est une modalité d'adresse à l'autre. Et alors, l'autre chose que je trouve assez étonnante, c'est que ça rentre par le sujet, par l'individu, et ça ne questionne et ça ne montre que celui qui souffre. Et non pas les raisons qui font que sa souffrance s'exacerbe à un moment donné. Et donc, quand tu parlais de comment on le voit à un moment donné, on peut soit sauver peut-être la personne, mais il y aura quelqu'un d'autre qui viendra à la place. Et... Alors là, c'est l'intervention politique, c'est autre chose. Mais oui, mais je pense que le mot... avoir mis sur cette réalité le mot souffrance au travail, c'est lourd politiquement et éthiquement parlant. Ça médicalise, donc ça parcellarise, et c'est porté sur une individualisation de la chose. Et si on va plus loin, l'externalisation, c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui va soigner, c'est pas le travail. Et après on dit, mais si on va mettre des dispositifs sur le lieu de travail, on va mettre un médecin du travail, on va mettre un coach, un DRH. Mais alors là, on touche un point, j'entends tout à fait, qui est passionnant, mais qui est un point externe au travail. Il faut voir, parce que
le politique comme instance a aussi des réponses à ça, mais ça va au-delà de ce qu'on fait maintenant. Vous auriez un marxiste, parce que j'ai été dans ma jeunesse très longuement, vous répondrez, il faut changer les conditions objectives de travail. Voilà, bon, enfin, le problème c'est que... Ça ne suffit pas. Tout n'est pas là. Mais c'est que là, on touche sur un point qui est externe. Mais on a quand même un biais intéressant si on fait l'hypothèse de l'inconscient. Mais par rapport à la dématérialisation, si Philippe Bigot m'avait proposé d'intervenir devant un écran, que vous soyez dématérialisé ailleurs, je jouerais absolument décliné en disant que ça je ne savais pas faire. Vous ne pourrez pas me faire venir à 18h30 et arrêter mon cabinet donc avant pour venir parler à une machine. Ça, je ne saurais pas le faire. Donc ça veut dire que votre présence, par exemple, est la condition pour que je puisse parler. Non, je ne peux pas le faire, ça. Enfin, je peux faire des Skype, si des gens que j'aime sont en voyage et qui veulent me parler, je suis pas phobique des machins, je fais coucou, je suis comme tout le monde, quoi. Je vois les petits enfants. D'accord, mais là, pour parler d'un truc qui a un poids et qui est pas festif, parce que les gens ne sont pas là, je n'aurais jamais accepté, si vous m'aviez dit qu'il y avait une technologie, où vous ne soyez pas là, vous. Je ne sais pas, ça parlait. Non, ça, ils enregistrent. Ça restera pour l'histoire. Mais je crois que c'est très important que parler, ça nécessite aussi que vous soyez là. Et le fait que vous y soyez, même si vous étiez silencieux, ça a des effets sur ce qu'on dit. C'est pas possible, autrement, je ne le ferai jamais, ça. Il faut qu'il y ait des gens encore présents. C'est comme les analyses, ça se fait corps présent. Bien sûr, quand j'ai un patient qui est au fin fond de la Corée, il me dit: est-ce que je peux vous appeler? Alors on se débrouille. Mais qui m'appelle du fin fond de la Corée, que de n'appeler personne. Bon, d'accord, mais c'est des cas qui... C'est un moment difficile par rapport même au dispositif de parole. Si c'était d'emblée installé, je ne saurais pas. Je ne critique pas ceux qui peuvent le faire, mais je ne saurais pas faire un cours devant une machine. Non, mais ça va aller dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire que la façon qu'on a de s'adresser dépend de l'autre auquel on s'adresse. Et même s'il est silencieux, il est là. C'est pas pareil. Donc ça se construit au moment... Absolument. Je fais des conférences souvent dans des temps de... Enfin, il n'y a pas de milieu différent. Je n'interviens jamais nulle part en dehors de conférences dans mon champ, mais il y a une écoute qui doit être pour moi incarnée. Je suis à l'ancienne, je ne suis pas de l'actualité de la plus neuve technologique, mais j'ai besoin de la présence. Du corps. Oui, du corps. Et c'est ça dont on parle souvent dans la souffrance. Ça peut aussi se marquer par des bobos, parfois plus que des bobos dans le corps. C'est que c'est une façon, au fond, à défaut de le dire, le corps, lui, inscrit l'arrêt. La présence. La présence, c'est l'arrêt s'il est malade. Ça s'enquiste. J'ai dit ça s'enquiste. Kyste, et des bobos comme ça. Enfin, des bobos, des bobos, c'est pas grave, mais il y a enfin des saloperies qui apparaissent, qui sont le moyen de dire non au travail à défaut d'une parole. Quand on parle, on s'aperçoit que les bobos prennent notre statut. Pas qu'ils disparaissent, ne rêvons pas non plus de la toute puissance de la parole, mais néanmoins, parfois, ça allège considérablement. Bien, je crois qu'on va refermer cette soirée. Merci Hervé Castelli pour votre présentation, votre intervention, merci la qualité de nos échanges, votre intervention. Donc on se retrouve au mois de décembre. La dernière. À bientôt. Oui.